Alors du coup, quatrième vidéo des TD de génétique, et aujourd'hui on va aborder forcément le quatrième TD, mais c'est un TD qui va aborder les notions de crible génétique, de test de dominance récessivité, aussi appelé TDR, le test de complémentation fonctionnelle TCF, la ségrégation d'un couple d'allèles, de deux couples d'allèles et la cartographie chez un organisme haplodiplobiontique. Concernant le test de complémentation fonctionnelle et le test de dominance récessive, je vous avais déjà fait une vidéo sur, la méthode pour lire justement, les différents tableaux qu'on peut vous mettre. D'ailleurs, il y en a un dans le TD. Mais du coup, si vous voulez vraiment voir cette méthode, en détail, je vous invite à regarder l'ancienne vidéo que j'avais fait sur, cette méthode-là. Du coup, exercice 1. On veut commencer par faire un crible pour isoler des mutants d'utilisation. Du coup, on se propose d'obtenir des mutants de la levure euh, incapables d'utiliser le galactose comme source de carbone, à partir d'une souche de référence capable, elle, de croître en présence de galactose comme seule source de carbone. Question 1. Schématiser le protocole permettant ainsi d'isoler de tels mutants, c'est-à-dire galmois, qui ne pourront pas l'utiliser comme source de carbone, à partir de cellules haploïdes. Et du coup, préciser la nature du crible, soit un crible direct, soit un crible indirect, et la composition des milieux à utiliser dans ce crible. Donc du coup, qu'est-ce qu'on veut ici? On veut des levures qui ne puissent pas utiliser le galactose comme seule source de carbone. C'est-à-dire des mutants d'utilisation, des mutants qui ne pourront pas utiliser justement le galactose comme source de carbone. Et qui dit mutant d'utilisation, ça mettra en évidence ainsi un crible négatif. Donc on commence déjà par notre tube à essai contenant toutes les levures, sans distinction. Ensuite, suite à cela, il y aura un agent mutagène et on aura l'apparition du coup de nouveaux mutants, des mutants d'utilisation. Et bien sûr, on aura toujours des levures qui seront normales. Et justement, celles qui sont en rouge ici, elles sont galmois, parce que justement, elles ne peuvent pas utiliser le galactose. On va étaler toutes nos levures sur une boîte de pétri pour pouvoir les étudier. Du coup, ça nous donnera ceci, avec nos mutants en rouge toujours. Et ici, on dit que c'est le milieu non sélectif. Non sélectif. Ça va être le milieu avec du glucose. Le fait que le milieu soit avec du glucose, ça permettra déjà aux mutants de se développer, mais également aux levures non mutées de se développer, étant donné que les mutants peuvent utiliser le glucose et non le galactose. Maintenant, on va passer en milieu sélectif. Milieu sélectif, avec cette fois uniquement du galactose. Donc du coup, nos levures normales vont pouvoir croître normalement, mais par contre, on n'aura pas de mutants. Pas de mutant, pourquoi? Parce que justement, la seule source de carbone ici, c'est du galactose. Et on avait dit précédemment que c'était des mutants d'utilisation. Et si on leur fournit uniquement comme seule source de carbone du galactose, elles ne pourront pas croître et ainsi on n'aura pas de colonie de mutants. Alors du coup ici, voici le fameux échiquier dont je vous parlais. Et pour la méthode en détail, regardez l'autre vidéo. Ici, on va aller vraiment à l'essentiel. Du coup, exercice 2, analyse de mutants d'utilisation. Le crible a permis d'obtenir 10 mutants incapables d'utiliser le galactose comme seule source de carbone, c'est-à-dire des galmois, et ils sont notés de M1 à M10, c'est-à-dire d'ici à ici, avec la souche sauvage qui est notée RF. D'une part, des cellules haploïdes issues de chacun des 10 mutants sont croisées avec les cellules haploïdes de la souche de référence, c'est-à-dire que ça correspond à cette ligne-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a fait la souche de référence, on la croise avec un mutant, mutant 1, souche de référence avec mutant 2, souche de référence avec mutant 3, etc. Et on obtient ainsi cette ligne.
Du coup, on a obtenu, justement, le phénotype de la descendance de chaque croisement. D'autre part, les cellules haploïdes issues de chacun des 10 mutants sont croisées entre elles et ça correspond par exemple, on a croisé M1 avec M1, on a croisé M1 avec M2 et cetera et ça nous donne ainsi tout notre tableau. Et du coup, bah, on a fait tous les croisements qui étaient possibles afin de pouvoir vraiment exploiter un maximum, le génotype de nos mutants. Pour tous les croisements effectués, la croissance des diploïdes a été analysée plutôt par la technique de réplication sur un milieu sélectif. Un milieu sélectif, c'est quoi? On le rappelle, c'est dans l'exemple précédent, c'était là où on mettait comme seule source de carbone du galactose. Et on voyait justement si nos cultures pouvaient croître, et si elles le peuvent, c'est-à-dire qu'elles sont Gal plus, mais si elles ne peuvent pas croître, c'est-à-dire qu'elles sont Gal moins. Ainsi, les résultats présentés dans le tableau ci-dessous. Et là, on nous donne le tableau. Du coup, le phénotype plus, ça va être la croissance sur un milieu ayant du galactose comme seule source de carbone, ça on vient de le dire. Et moins, du coup, forcément, ça va être l'inverse, ça va être pas de croissance sur le milieu ayant du galactose comme seule source de carbone. Question 2, comment appelle-t-on ces différents tests et à quoi servent-ils? Déjà, premièrement, on aura notre test de dominance-récessivité en première ligne, et ce test, il nous permettra de déterminer quel mutant est récessif par rapport à la référence. Et justement, c'est ça qu'on cherche. On cherche des mutants qui soient récessifs. Donc, si on trouve un mutant qui ne l'est pas, qui est dominant par rapport à la souche de référence, alors on devra l'éliminer dans notre tableau. Pour M1, on voit qu'il donne un 1+, donc il est récessif par rapport à la souche de référence. M2, pareil. M3 pareil, M4 pareil, M5 pareil, M6 pareil, M7 pareil. M8 par contre, on voit qu'il donne un phénotype moins. Donc il est considéré comme dominant par rapport à la souche de référence. Donc on peut le barrer, il n'est pas informatif pour cette étude. Le M9, il est informatif parce qu'il est récessif par rapport à la souche de dominance. Et M10, c'est bon. Donc ça, c'est le test de dominance-récessivité. Maintenant, il y a un deuxième test dans ce tableau, c'est le test de complémentation fonctionnelle. Et le test de complémentation fonctionnelle, il concerne tous les croisements entre les mutants, bien sûr en excluant le mutant 8. Et du coup, ce test de complémentation fonctionnelle, il va nous permettre de déterminer si deux mutants récessifs, c'est-à-dire en excluant bien sûr M8, si nos deux mutants pouvant aller de M1 à M10 en excluant toujours M8, heu, ont des gènes, ont des mutations dans le même gène ou dans des gènes différents. Est-ce qu'ils complémentent? Bien, est-ce qu'ils ne complémentent pas? C'est littéralement ça. Ainsi, des mutants qui donnent, des descendants qui sont mutés sur le même gène, donneront quelque chose de plus. Là, je vais refaire. Ainsi, du coup, des, mutants qui seraient mutés sur le même gène donneront un phénotype qui serait, du coup, récessif. Par exemple, si je croise, heu, M1 ici avec M2 ici, si je fais l'intersection de ce qu'ils donnent, je vois que M1 fois M2, si je les croise, j'obtiens un phénotype récessif. C'est-à-dire qu'ils ne complémentent pas et ils sont mutés tous les 2 sur le même gène. Maintenant, je vais faire un autre exemple. Si je croise M3 avec M4, je vois qu'ils me donnent tous les 2 un phénotype récessif, c'est-à-dire un moins. Donc ça veut dire déjà qu'ils ne complémentent pas, et s'ils ne complémentent pas, c'est-à-dire qu'ils sont tous les 2 mutés sur le même gène. Pareil ici pour M1 et M7, pour M2 et M7, et ainsi, au fur et à mesure, on pourrait être en mesure de créer des groupes de complémentation. C'est-à-dire on mettra tous les gènes qui sont mutés su tous les mutants pardon, qui sont mutés sur le même gène dans un groupe, tous les mutants qui sont mutés sur un même gène dans un autre groupe, et cetera. Donc pour la question 2, c'est ça. On a d'abord le test de dominance récessivité, le TDR, et ensuite le TCF, test de complémentation fonctionnelle.
Maintenant, question 3, interprétez précisément l'ensemble de ces résultats. Donc du coup, bah là, ça consiste à faire nos différents groupes. Groupe que vous appelez A, B, C, comme vous voulez, du moment que vous êtes cohérent. Donc du coup, dans mon groupe A, j'aurai M1 et M2 déjà, qui font partie du même gène. Enfin, plutôt, ils sont mutés sur le même gène, plutôt. M2. Ensuite, on aura qui d'autre? On aura M7 et M9. Maintenant, comme deuxième groupe, on aura M3 et M4. Ensuite, on aura M5 et M6. M6 et M10. Et enfin, tac, M1 et M9. Voilà pour nos différents groupes. Sauf qu'on peut voir que certains mutants sont présents dans plusieurs groupes. C'est le cas par exemple pour M6, qui est présent dans le groupe C et D, et pour le mutant pardon, M1, qui est présent dans le groupe A et E. Et on les considère comme des mutants doubles. M1 et M6 égale mutant double. Qu'est-ce que ça veut dire des mutants doubles? C'est-à-dire qu'ils sont mutés au moins tous les deux sur deux gènes. Du coup, voilà. Et le fait qu'il y ait ces 5 groupes ici, ça veut dire qu'il y a au moins 5 groupes de gènes importants pour l'utilisation du galactose. Maintenant, les diploïdes issus des croisements de chacun des 10 mutants avec la souche sauvage sont mis à sporuler, c'est-à-dire qu'on va les mettre à croître, etc. Puis la capacité des spores à se développer sur un milieu ayant du galactose comme seule source de carbone est testée. Pour tous les mutants, à l'exception de M1 et M6, on observe une sporulation de 50% des spores de phénotype Gal- et 50% des phénotypes de Gal+. Donc ça veut dire que si on représente nos résultats ici, c'est-à-dire que si par exemple je prends M2 que je croise avec la souche de référence, on rappelle M2, il est récessif, et ou plutôt il a un phénotype négatif, et ref, il a un phénotype positif. Si je croise les deux, qu'est-ce que ça me donnera? Ça me donnera quelque chose de positif. Et ça correspond au TDR d'ailleurs, test de dominance récessivité. Et ça me donnera ainsi A plus en haut et A moins, plutôt A2 en bas. Pourquoi j'ai mis A? Tout simplement parce que ici j'ai croisé avec la souche M2. Et la souche M2, on a dit qu'il faisait partie du groupe A, ici. Si j'aurais mis le mutant 3, j'aurais mis un B à la place. Si j'aurais mis le mutant 6, j'aurais mis soit C, enfin plutôt j'aurais mis C et D, parce qu'il est muté sur les deux gènes. Donc je mets le chiffre ici qui correspond au mutant, je mets la lettre qui correspond au groupe justement auquel le mutant fait partie. Et le plus ici, c'est parce que justement notre souche sauvage n'est pas mutée sur ce gène-là, donc je mets un plus. Donc voilà. Ensuite, à l'issue de la méiose ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 50% de plus et 50%
2 mois. 50%, 50%, ça correspond à quoi? Ça me correspond à une ségrégation, un demi, un demi. Et ça, normalement, vous l'aviez vu dans les TD précédents, une ségrégation un demi, un demi, ça correspond à une ségrégation pour un seul couple d'allèles mutés. Cela veut dire qu'il y a un seul gène muté qui est mis en jeu ici, et en l'occurrence, c'est le A. Après, les 50%, vous pouvez les représenter par les différents produits que vous pouvez avoir. Ici, vous pourrez avoir du A+, un deuxième A+, un A2 et un A2. Et au final, ça vous donne 50% de plus. Et ici, ça vous donne 50% de moins. Voilà. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que là, on a représenté, enfin plutôt on a interprété que la première partie de l'énoncé. Pour les mutants M6, on observe ainsi 50 spores de phénotype Gal+ et 150 spores de phénotype Gal-. Pour le mutant M1, on observe 88 spores de phénotype Gal+ et 112 spores de phénotype Gal-. Ok. On va commencer d'abord par M1. M1 qu'on va croiser justement avec notre souche de référence. Donc M1, voilà, l'arrêt. M1, on a dit qu'il était muté sur quel groupe déjà? Il est muté sur le groupe A et sur le groupe E. Donc ce qu'on va écrire, on va écrire A1, E1. Et on met des parenthèses parce qu'on ne sait pas si justement ces deux gènes sont sur le même chromosome ou pas. Et pour la souche de référence, on va écrire A1, A+, pardon, et E+, parce qu'on ne sait pas justement s'ils sont sur le même chromosome ou pas. Donc on a il y aura la fécondation, et après fécondation, on obtiendra un diploïde qui sera plus, avec comme phénotype, enfin plutôt comme chromosome plutôt, A+, A1, avec un point d'interrogation, et ici on aura B+, B1. Mais si ça aurait été sur des chromosomes, sur le même chromosome, ça on nous aurait donné tout simplement A+, B+, A1, B1. Et après la méiose, justement, on nous dit que méiose, on nous dit qu'on obtient, d'une part, du A+, B+, qui correspond du coup à un phénotype parental et qui a comme phénotype plus. Et on en obtient 88. Ensuite, deuxième produit de méiose, on a A1, B1, qui est aussi parental et qui nous donne du moins. Et au total, on en a 88. Maintenant, comme troisième type de produit de méiose, on a A+, B1. Et cette fois, on a notre premier recombiné. Et notre recombiné ici, il sera négatif également. Et pour l'effectif, ça nous donnera 12. Alors du coup, ici on a 88 et ici on a 88. Mais pourquoi? Simplement parce que les parentaux, on a une égalité entre eux. Tout comme on a une égalité entre les recombinés. Parentaux 1, parentaux 2 et recombiné 1 et recombiné 2. Donc ça veut dire que si j'ai 88 pour le parental 1, j'aurai 88 pour le parental 2.
Et pourquoi ici j'ai mis 12? Parce que justement, on nous disait que le phénotype négatif total était égal à 112. Ok, donc ça veut dire que je vais faire 112 moins 88 pour obtenir celui des recombinés, et ça me donnera 24. 24 est égal du coup au négatif total pour les recombinés. Mais les recombinés, on en a deux, donc chacun aura 12 en effectif. On aura A en B+. C'est un recombiné également qui est négatif et qui est égal à 12. Et la somme de tout ça, ça nous donne bien 112 négatif. Et ici, 88 positif. Ici, on observe que on a plus de parentaux que de recombinés. Alors, ah oui, d'ailleurs, je me suis trompé ici. J'ai mis le mauvais groupe. Tac. Voilà. Du coup, on a plus de parentaux que de recombinés. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est des notions que vous avez déjà vues. Si on a plus de parentaux que de recombinés, alors A et E sont génétiquement liés et physiquement aussi. Donc maintenant, on n'aura plus besoin de mettre nos points d'interrogation, on pourra les mettre collés. Donc s'ils sont génétiquement liés, on peut calculer notre fréquence de recombinaison. Et la fréquence de recombinaison, elle est égale à FR qui est égal au nombre de recombinés sur le nombre de parentaux plus le nombre de recombinés. Et ça, normalement, ça nous donnera 1%, soit une distance entre A et E qui est égale à 1 cm². Maintenant, pour le deuxième croisement, on va croiser M6 avec la souche de référence. M6 il été muté sur euh, M6 était muté sur C et D. On met toujours les points d'interrogation, parce qu'on ne sait pas s'ils sont sur le même chromosome ou non. Ici, on met C+, D+. On les croise. Après croisement, on obtient du coup C+, ici, D+, ici, ici D6 et C6. Et après méiose, on obtient plusieurs produits. On obtient d'une part D+, C+, et du coup, sera un phénotype plus et un phénotype parental surtout. Ensuite, on aura D6, C6. Ça nous donnera du négatif et un parental surtout. Maintenant, pour les recombiner, ici, on sait déjà qu'ils seront négatifs. Mais du coup, on aura D6 et ici D+. Ici, ça va être C+, ici C6.
Voilà, là on a nos 4 produits de Meios qui sont possibles. On sait que au total, plus, on a 50 des plus et les négatifs, on en a 150. Donc ça veut dire que forcément, notre parental 1 sera égal à 50 et forcément, on sait qu'on a une égalité entre les parentaux, alors P2 sera aussi égal à 50. Donc maintenant pour savoir, heu, le phénotype l'effectif total de mes recombinés, j'ai tout simplement à faire 150 moins P2, c'est-à-dire 150 moins 50, qui me donne ainsi forcément 50. Pardon, ça me donne 100. Donc j'aurai 50 ici et 50 ici. Et si je fais la somme de tout ça, ça me donnera 150. Ici, je peux voir que P est égal à R. Et si P est égal à R, ça veut dire que D et C sont indépendants génétiquement. Alors du coup, pour la deuxième, quatrième question, le mutant M2 est ensuite croisé avec les mutants M3 et M5 pour en obtenir des diploïdes qui sont mis à spoiler. Le phénotype vis-à-vis du galactose de 200 spores issu de chaque croisement est déterminé, et on nous met les résultats dans le tableau ci-dessous. Du coup, question 4, interpréter les résultats des différents croisements. Déjà, premièrement, on a croisé M2 fois M3. On rappelle que M2 faisait partie du groupe A et M3 faisait partie du groupe B. Et ensuite, on a fait un croisement entre M2, toujours du groupe A, avec M5, groupe C. On peut écrire leur génotype. Ça nous donnera ici A2, point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas si A et B sont sur le même chromosome. A2 et B+, pour M2. Et ici, on aura A+, B3. À l'issue du croisement, on obtiendra A2, B+, B3, A+. Et du coup, les différents produits de méiose qu'on obtiendra, déjà d'une part, ça sera A2, B+, et ils ont comme phénotype plus. Et comme phénotype plus, on nous dit qu'on en a 50. Maintenant pour le deuxième parental, ça va être A+, B3. Lui, il sera négatif. Et du coup, il sera égal à 50 parce que P1 égale P2. De la même façon que R1 égale R2. Maintenant, on aura A2 ici, A plus ici. Ici, on aura A2, B3 par exemple. Et ici, on aura A plus, B plus. Lui, il sera positif et lui, il sera négatif. Les deux, c'est des recombinés, R1 et R1, et les deux, ils ont 50 comme effectif. Ici, on peut voir que on a P qui est égal à R. P qui est égal à R, ça veut dire qu'on a une indépendance cinétique. Maintenant, pour le deuxième croisement entre M2 et M5,
Ici, pareil, on aura A2, C+, et ici, on aura A+, C5. Du coup, les différents produits de méiose seront A1, pardon, A2, C+, ça nous donnera un phénotype négatif. Ensuite, on aura A+, C5, qui sera négatif également. Ensuite, on aura A+, C+, qui lui sera positif. Et enfin, on aura A2, C5, qui lui sera négatif. Donc ici, là, on a parent 1, parent 2, recombiner 1, recombiner 2. Pour les recombiner, on en aura respectivement 17. Étant donné que dans le tableau, on nous dit qu'on a 17 plus. Donc si on a 17 plus, le seul phénotype plus, c'est celui de R1. Vu que R1 est égal à R2, forcément, on aura 17 de R2. Maintenant, pour P1 et P2, on en aura 133 dans les deux. On voit que on a plus de P que de R, c'est-à-dire P supérieur à R, ce qui signifie qu'on aura une liaison génétique et physique. Et vu que justement on a cette liaison, on pourrait être en mesure de calculer la fréquence de recombinaison avec la formule qu'on utilise tout le temps. Afin de localiser le gène responsable du phénotype mutant pour la souche M2, une analyse de ségrégation est réalisée avec des marqueurs microsatellites O et P, dont la position dans le génome est connue. La souche M2 de génotype O1P1 est croisée avec la souche sauvage de génotype O2P2. La descendance de ce croisement est génotypée pour les marqueurs O et P, et leur phénotype gal plus ou gal moins est déterminé. Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous. Du coup, on nous montre les tableaux d'abord pour le marqueur O et ensuite pour le marqueur P. Donc, pour la question 5, elle concernera uniquement le marqueur O, et pour la question 6, elle concernera uniquement pour le marqueur P. Donc, pour le marqueur O, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la souche M2 fois la référence. La référence, on le rappelle, elle est plus, et M2, il est moins. Ça, on pouvait le savoir grâce au TDR, test de dominance récessivité. Du coup, M2, il faisait partie du groupe A, et du coup, on aura A2, O1. Parce que dans l'énoncé, on nous disait que justement, le microsatellite pour la souche M2 était O1. Ensuite, pour la référence, elle n'est pas mutée sur, elle n'est mutée sur aucun des gènes, donc on mettra A+. Et on nous disait que pour la référence, on avait O2. On fait la fécondation, c'est-à-dire qu'on fait le croisement. On obtiendra ainsi O2, O1, A2, O1, pardon, et ici O2 et A+. À l'issue de la méiose, on obtiendra 4 produits. 4 produits, du coup, A2, O1, A+, O2, A2, O2, et enfin A+,
A plus O1. Donc ici, on aura P1, ici P2, ici R1 et ici R2. Maintenant pour les effectifs. Les effectifs, on a juste à regarder dans notre tableau, parmi l'égal moins et parmi l'égal plus. Déjà, on va déterminer le phénotype respectif de chacun. Ici, on va être en moins, ici en plus, vu que c'est la souche de référence. Ici, on sera moins et ici, on sera plus par rapport à la mutation. Est-ce qu'elle est présente sur A ou non? Est-ce que la version microsatellite n'influe pas sur le phénotype? Du coup, pour les négatifs parmi l'égal moins, les négatifs parmi l'égal moins pour le microsatellite O1, on nous dit qu'on en a 198 ici. Maintenant, pour les négatifs parmi O2, c'est-à-dire ici, on en a simplement 2. Et vu que P1 est égal à P2 et R1 est égal à R2, ici on en aura 198 et ici 198 également. On voit que P est supérieur à R, donc pareil, ils sont alignés génétiquement. Et on peut calculer la fréquence génétique, qui nous donnera 1%. Donc, la distance entre A et O est égale à 1 centime argon. On peut faire la même chose pour le marqueur P, c'est-à-dire que vous faites littéralement le même croisement, mais à la place d'avoir le marqueur O, forcément il y aura le marqueur P. Vous faites la liste des phénotypes et des génotypes obtenus pour chaque produit de méiose, et normalement vous devriez obtenir que vous avez eu P est égal à R, et P est égal à R, ça souligne une indépendance génétique. Maintenant, la mutation responsable du GAL- chez le mutant M2 a été localisée dans un gène nommé SN. Afin de caractériser à l'échelle moléculaire ce gène, une analyse de recherche d'ORF et de CDS a été entreprise sur la séquence d'ADN génomique de la souche sauvage, SN+, c'est-à-dire ici, ainsi que des deux mutants M1 SN1 et M2 SN2. Question 7. Quel est le type de mutation à l'échelle nucléosidique qui peut expliquer les profils ORF-MAP des allèles SN1 et SN2 identifiés respectivement chez les mutants M1 et M2? Alors pour SN1, si on fait la comparaison, on peut voir que on a eu l'apparition de euh, codon stop prématuré. Ce codon stop prématuré, on peut notamment le voir ici, et je n'en vois pas d'autres. Ce codon stop est témoin d'un codon stop prématuré, et du coup, ça nous témoigne une mutation non-sens. Maintenant, pour la mutation, plutôt pour le mutant M2, on peut voir qu'on a eu un décalage du cadre de lecture. Si on compare la souche de référence ici, par rapport à ici, on voit qu'on a eu beaucoup de codons stop qui sont apparus. Donc on a eu soit une insertion, soit une délétion, provoquant ainsi un décalage du cadre de lecture, induisant ainsi à l'apparition d'un codon stop également. Quelle est la conséquence de ces mutations sur la protéine codée par les différentes allèles? Dans les deux cas, on aura une protéine qui sera tronquée, c'est-à-dire plus courte que la normale. Question 9. Ces résultats sont-ils cohérents avec les résultats de la TCF? Oui, parce que justement, M1 et M2 sont mutés sur le même gène. Et voilà, c'est la fin de ce TD.